Je suis avocate depuis 22 ans, je suis spécialiste en droit de l'immigration et j'ai créé mon propre cabinet, le cabinet d'avocats Alabi Associés. Aujourd'hui, nous sommes 6 collaboratrices, une équipe mais juste géniale, le rêve. On a des clients de rêve aussi, on a vraiment réussi à créer du lien avec eux, on a réussi aussi à créer du lien avec les administrations, ce qui est vraiment pas évident dans notre matière, où on a plutôt tendance à se voir comme les gentils et les méchants. Nous, on est plutôt en partenariat avec tout le monde, nos clients, les administrations, en interne, et on adore ça. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur notre cabinet de génial ? On va quand même un peu parler argent parce que c'est important, même si ce n'est pas le but premier. C'est vrai que grâce à tout ce travail qu'on a accompli, de remise en question, de chercher comment délivrer le meilleur service à nos clients au cours de ces 3 dernières années, on s'est fait aider par des personnes extraordinaires qui nous ont vraiment donné des clés. Eh bien, mettre tout ça en place, ça a permis en plus de tripler le chiffre d'affaires du cabinet en l'espace de 4 ans. Et donc on s'est retrouvé en plein Covid à se dire « Oh là là, on fait du droit de l'immigration, les frontières sont fermées, je vais devoir licencier toute l'équipe que je viens d'engager, on va tous se mettre au chômage. » Et puis au lieu de ça, on s'est dit « Non, on va voir l'opportunité dans la crise, on va profiter de cette crise pour justement et de ce temps mort pour mettre enfin en place toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire et qui sont super importantes. » Et on a repassé en revue tous nos process, toute notre manière de travailler. On a vraiment fait ce travail de remise en question profonde et dès que le Covid était fini, on était au taquet, on était prêts, on a réussi malgré le Covid à non seulement ne pas diminuer nos revenus mais à les augmenter. Bref, aujourd'hui je suis heureuse et épanouie comme je ne l'ai jamais été et j'ai jamais autant aimé mon travail que depuis que je l'ai commencé il y a 22 ans. Dans tout ce qu'on a mis en place, on s'est beaucoup focalisé sur la réduction de la charge mentale. Il y a la charge de travail et puis il y a la charge mentale qui n'est pas nécessairement liée à la charge de travail, qui est la perception qu'on se fait de la charge de travail et le stress qui est lié. Donc c'est vraiment une émotion, c'est quelque chose qui est très très récurrent. D'ailleurs j'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps auprès de certains de nos confrères et je leur ai posé la question de savoir quel était leur pire pain, comme on dit, donc leur pire douleur. Et la charge mentale, j'étais assez surprise de voir que c'était au top du classement. Et donc c'est vrai que chez nous en interne aussi, souvent mes collaboratrices se plaignaient de cette charge mentale, donc on a vraiment cherché à travailler sur comment la réduire cette émotion de stress, délivrer un meilleur service à nos clients. Et le fait de mettre en place tous ces process au cours de ces 3 dernières années, ça a permis d'une part de réduire la charge de travail et donc la charge mentale, mais surtout extraordinaire, d'améliorer nos résultats. Et aujourd'hui, on est passé d'un taux de réussite où quand j'ai commencé, on était à peine 20%, c'était super démoralisant. Aujourd'hui, on est à près de 80% de taux de réussite dans nos dossiers, dans une matière où le taux d'échec est quand même généralement plus important que le taux de succès. Donc ça, c'est aussi notre grande fierté. Tout ce que je vous raconte sur le succès, le bonheur qu'on connaît aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Quand j'ai commencé, j'en ai bavé. Donc j'ai commencé le barreau, j'avais 22 ans. À 25, je claquais la porte de mon ancien cabinet après une grosse discorde avec mon ex-maître de stage / associé, endetté jusqu'au cou. Si je vous dis combien, c'est indécent. J'ai créé mon propre cabinet, mais j'ai dû le créer dans mon appartement. J'étais endettée de dizaines de milliers d'euros. Je n'avais plus de clients parce que j'avais dû partir du jour au lendemain. Donc j'ai vraiment mangé mon pain noir pendant très très longtemps. Et puis voilà, j'ai dû rembourser. J'étais endettée auprès des banques, donc j'ai travaillé dur. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. J'étais toute seule dans ce bureau, je devais tout gérer. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à sortir la tête de l'eau, je me suis dit tiens, ce serait peut-être bien que je me fasse aider et que j'engage. Alors là, cata, j'engageais que de mauvaises personnes, je les castais mal, je prenais pas le temps de les former parce que j'attendais qu'elles aient déjà la science infuse. J'étais tout le temps dans la réactivité, dans le stress, je m'énervais sur mes collaboratrices, je m'énervais sur mes clients, enfin vraiment c'était un désastre. Et en fait, j'en ris aujourd'hui parce que je remercie la vie de m'avoir envoyé ces expériences qui m'ont permis de me conduire et de devenir plus forte, mais c'est vrai que je suis pas très fière non plus de la personne que j'ai pu être parce qu'en fait j'étais totalement à côté de mes pompes et surtout totalement à côté de ma mission et de mon why et de mes valeurs. Et j'ai eu la chance à un moment donné, quand j'ai senti que voilà, il y a un moment où j'ai vraiment envisagé de changer de métier et pas qu'une fois. D'ailleurs,
très souvent, j'ai commencé d'autres activités parallèles. Forcément, comme je n'étais pas à 100%, ça n'allait pas non plus. Et en fait, il y a un moment donné où vraiment j'ai senti que j'étais brûlée. Il y avait ce mot burn-out et je sentais que j'étais en train de m'y engouffrer. Et j'ai eu la chance de participer à un séminaire qui a changé ma vie. Après avoir passé 15 années à essayer justement de m'en tirer, de trouver un équilibre entre ma vie privée, ma vie familiale, de trouver du bonheur, parce que voilà, je pense que je peux dire que j'avais une certaine forme de succès, j'avais une certaine réputation, j'ai jamais dû vraiment beaucoup courir derrière les clients. Par contre, c'est vrai que c'était compliqué parce que comme j'avais pas de valeurs qui étaient clairement affirmées, j'avais pas de structure, j'avais pas de procédure en interne, j'avais une équipe mais qui était vraiment boiteuse et c'était 100% ma responsabilité. Ce qui a changé ma vie, c'est de pouvoir commencer à assister à des séminaires, des webinaires. J'ai assisté au séminaire d'Anthony Robbins, qui est vraiment le coach grandiose, qui vraiment m'a donné des éclairages. Et en fait, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'étais 100% responsable de tout ce qui avait pu m'arriver dans mon parcours jusque-là. Et que si je voulais pouvoir intégrer le bonheur dans mon succès ou le succès dans mon bonheur et que les deux ne soient pas en contradiction mais qu'ils puissent plutôt cohabiter de manière harmonieuse, je devais changer. Je devais entamer une transformation profonde, je devais prendre des décisions importantes et lui, il utilise une expression qui s'appelle brûler les bateaux. Et donc, je suis sortie de ce séminaire. J'ai brûlé mes bateaux à moi, j'ai pris des décisions vraiment radicales et le fait d'avoir pris ces décisions-là, de faire cette transformation profonde, de me faire aider parce que j'ai pas fait ça toute seule. J'ai assisté à plein de webinaires, de séminaires, j'ai été coachée, j'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts et en fait toute cette connaissance et mon expérience, les deux ensemble, m'ont vraiment permis d'opérer une transformation. Et cette transformation-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quelque chose qui nous manquait et qu'on avait beau avoir un diplôme de droit, qu'on avait beau suivre des cours CAPA, aussi intéressant soit le contenu, il manquait quelque chose de fondamental qu'on oubliait de nous apprendre, c'est qu'un avocat, c'est avant tout un entrepreneur. Je sais que certains d'entre nous n'aiment pas tellement qu'on associe le terme avocat et entrepreneur, mais on est fondamentalement des entrepreneurs. On doit comprendre le management, on doit avoir une vision claire, on doit avoir des objectifs à court terme, à long terme, on doit travailler notre leadership, on doit avoir des process, on doit avoir des notions de gestion. Et c'est le fait d'avoir pu apprendre tout ça qui, moi, aujourd'hui, me rend si épanouie dans mon travail. Je pense aussi que mes collaboratrices le sont parce que je rayonne et je partage avec elles ces expériences. Et donc, c'est vrai que comme aider mon prochain, c'est quelque chose, je pense que tous les avocats ont ça en eux. On fait ce métier aussi parce qu'on aime aider les autres et qu'on aime faciliter la vie des autres. Aujourd'hui, j'ai envie de faciliter la vie de mes pairs, qui eux-mêmes facilitent la vie de leurs clients, parce que je suis convaincue, pour l'avoir expérimenté moi-même, que quand on change soi-même et qu'on rayonne ce changement sur nos clients, nos collaborateurs, nos adversaires, nos familles, en fait, on rayonne sur le monde. Et ce changement-là, il bénéficie à l'humanité. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui et qui me donne envie de coacher les avocats et de faire partager mon expérience. Alors quand je parle de transformation, je dirais que pour moi il y a eu vraiment deux niveaux, certainement plus même, mais en tout cas il y a deux niveaux de base. Il y a une chose que j'ai compris quand on veut se transformer, c'est qu'on veut changer notre vie et qu'on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Et donc la transformation, elle commence vraiment à l'intérieur de soi et elle passe par pas mal d'étapes en réalité. Il y a un aspect qui est sans doute plus idéologique, c'est comprendre son why, quelles sont les valeurs qu'on veut défendre, qu'on veut porter, qu'on veut incarner. Mais il y a aussi faire attention en fait à son bien-être, à sa santé. Et donc personnellement, j'ai mis en place une certaine routine, que ce soit au niveau de mon alimentation. Il y a des aliments que j'ai supprimés comme le sucre, des choses qui font pas du tout du bien, parce que je me suis rendu compte, c'est aussi ça, c'est être conscient de soi et de savoir qu'est-ce qui nous donne plus d'énergie. Et ça, il faut y aller et en prendre un max. Et puis qu'est-ce qui nous prend notre énergie et qui finalement nous empêche d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc j'ai travaillé sur
plusieurs pans à un niveau personnel, mon alimentation, mon exercice physique, ça c'est quelque chose, maintenant je suis devenue accro au running et si je ne vais pas courir, je sens que je commence à devenir un peu, voilà, je suis une boule d'énergie, donc il faut que je la canalise d'une manière ou d'une autre. La méditation, donc à un moment donné aussi, la boule d'énergie, elle doit un petit peu se calmer. Je pratique la méditation tous les jours. La gratitude, ça c'est un outil tellement puissant pour s'aligner et commencer une journée en remerciant pour 5 choses qu'on a, quel que soit notre état d'esprit. Et la visualisation, ça c'est quelque chose aussi de précieux, c'est vraiment se visualiser, atteindre ses objectifs, y croire, être animé par ça. Et donc c'est d'abord cette transformation de premier niveau, qui est une transformation profonde. Une fois qu'on a cet alignement de premier niveau et qu'on sent vraiment que tout est dans l'axe, on passe au deuxième niveau qui est rayonner cet alignement vers l'extérieur et l'incarner. Donc à mon niveau, ça s'est passé au niveau du cabinet, c'est vraiment faire ce travail au niveau collectif. Quelles sont les valeurs qu'on veut porter? Quelle est notre mission? Quel est le cabinet d'avocats qu'on a envie d'être? Quels sont les clients qu'on a envie d'avoir? Quelle est la relation avocat-client qu'on veut créer? Quels sont les outils de travail? Voilà. Et tout ça, en fait, ça doit passer par d'abord cet alignement intérieur de savoir exactement quelle est la destination, où on veut aller, quelles sont les étapes qu'on est prêt à atteindre, à quelle vitesse de croisière, et puis en fait tout le reste suit. Et ça c'est assez magique en fait, parce que quand on comprend que le changement et la transformation, elle se passe d'abord par ce premier niveau, et c'est impossible d'y arriver et d'arriver à destination sans avoir fait cette transformation profonde, après le reste en fait suit de manière très naturelle et très spontanée, et on est dans une espèce de cercle vertueux d'abondance, de joie, de bonheur, que je souhaite à tout le monde. Clé, connaître son why, et il faut qu'il soit puissant. Il faut savoir qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que vos clients vous aient envoyé un mail pourri. Votre why, c'est ce qui fera que quoi qu'il arrive, vous allez continuer, vous allez avoir cette niaque qui est essentielle pour que vous ayez envie d'y aller et de vous battre. La deuxième clé, c'est décider ses valeurs. Il faut avoir des valeurs fortes, il faut non seulement les décider, donc les énumérer, les écrire, il faut qu'elles soient ancrées, il faut les affirmer, donc vos collaborateurs, vos clients, tout le monde doit connaître vos valeurs et c'est pour ça qu'ils vont venir chez vous. Parce que si vous avez les mêmes valeurs qu'eux, il va y avoir cette espèce d'effet miroir, ils vont se sentir en confiance, ils vont se sentir rassurés et ils vont naturellement avoir envie de collaborer avec vous. Et puis, il faut les assumer, c'est-à-dire que vous pouvez les crier haut et fort. Si en fait vous n'êtes pas engagé à 100% pour que ces valeurs-là, elles soient incarnées et qu'elles soient présentes dans chaque action de votre vie, alors il ne faut pas avoir de valeur. Mes premières années comme avocate n'ont pas été toujours super évidentes. Et d'une certaine manière, je ne regrette rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, si j'avais eu tous ces outils que j'ai maintenant et que j'ai acquis ces 3 à 5 dernières années, j'aurais gagné beaucoup en temps, en argent et surtout en santé, ça c'est vrai. Mais en même temps, je me dis aussi, rien n'arrive sans raison. Et si la vie a décidé que je devais passer par tout ça, c'était sans doute parce que j'avais des jolies leçons à apprendre et puis aussi ensuite à partager. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ma légitimité en tant que coach, c'est d'être passé par tout ça. C'est d'avoir connu des moments où j'étais horrible, où j'avais pas de process, où j'avais pas de valeur, où ma santé partait à volo, où j'arrivais pas à trouver cet équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, où j'ai fait toutes ces erreurs, et j'en ai fait en management, en leadership, en recrutement, j'en ai fait plein des erreurs, si je vous les annonce, on n'est pas sorti d'ici. Mais en réalité, voilà, la beauté des erreurs, c'est qu'en fait, elles servent de leçon. J'ai eu 3 grands défis majeurs. Bon, je ne vais pas vous apprendre des défis, on en a tous les jours dans notre métier, mais j'en ai vraiment eu 3 majeurs qui ont correspondu finalement à 3 moments d'évolution dans ma carrière. Alors le premier, ça a été évidemment de créer mon propre cabinet. Endetté, avec 0 connaissance en management, en gestion, avec 0 outils, avec 0 euros, même plutôt moins quelques euros. Et ça a vraiment été très challengeant, comme on dit en coaching, parce que j'ai dû apprendre, j'ai dû avoir cette humilité de me dire je ne sais pas grand chose, je vais devoir me former toute seule et je vais devoir
me relever, renaître de mes cendres, parce que là, pour le coup, j'étais vraiment en cendres, et apprendre vraiment à construire le cabinet que je veux incarner. Mon deuxième défi, il est arrivé beaucoup plus tard, c'était le Covid. Donc là, droit de l'immigration, fermeture des frontières, égale potentiellement plus de clients. Je venais d'engager ma nouvelle secrétaire, je venais d'engager une nouvelle stagiaire qui était là depuis 2 semaines, je la connaissais à peine, et j'avais dans l'équipe une autre collaboratrice qui est toujours là aujourd'hui et qui, elle, était là depuis un peu moins d'1 an. Donc c'est compliqué de devoir du jour au lendemain se retrouver confiné sans savoir si on va encore avoir des clients et sans pouvoir driver son équipe comme il faut parce qu'on ne peut plus se voir. Et donc on a dû vraiment se réinventer, que ce soit dans notre manière de travailler en équipe pour garder le lien, pour garder la motivation, que ce soit pour conserver des clients et continuer à faire fonctionner le cabinet. Pour moi, c'était pas une option de commencer à mettre mes collaboratrices en truc passerelle, machin. Je voulais vraiment qu'on puisse continuer et se sortir de ce défi-là. Et c'était surtout l'opportunité pour nous de faire ce qu'on n'avait jamais eu le temps de faire avant, c'est-à-dire construire notre cabinet. Parce que quand on est tout seul, on peut encore se débrouiller sans procédure, sans logiciel, voilà, et il faut juste prier de ne pas faire d'erreur. Mais quand on est une équipe, c'est impossible de ne pas avoir un minimum de cadre, des outils de gestion, de déléguer, d'apprendre à déléguer, briefer, débriefer, tout ça, on n'avait pas. Et quand il y a eu le Covid, on a dû apprendre. Et en fait, pour nous, ça a été une énorme opportunité. Le troisième défi, il est aujourd'hui et il est constant. Il faut évoluer. Ce qui n'évolue pas meurt. Et donc, en tant que leader, manager de mon cabinet, je dois sans cesse penser comment on peut faire mieux. Moi, mon grand dada avec nos clients et de manière générale au sein du cabinet, c'est toujours voir comment on peut évoluer, comment on peut rendre un meilleur service à nos clients, obtenir de meilleurs résultats en travaillant moins. Le but n'est pas de travailler plus, le but c'est de travailler moins en étant plus efficace et si possible en gagnant mieux nos vies. Ça, c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus et donc ça, c'est mon défi constant. Je pense que j'ai eu envie de devenir coach grâce à mon équipe. Quand j'ai vu en fait que le fait de leur donner, de partager avec elles ce que j'ai appris, mes lectures, mes méditations, et de voir qu'en réalité, il y avait un réel impact, que ça crée quelque chose de chouette, de joyeux, de léger. On a des valeurs très fortes au sein du cabinet. On est vraiment poussé par l'entraide. Quand il y en a une qui est un petit peu souffrante, malade, qui a des problèmes personnels, il y a tout le reste de l'équipe qui va venir en renfort. Quand on a un client qui est dans la détresse, on va toujours être orienté dans la recherche de solutions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, oui, si j'avais été responsable des 15 années un petit peu compliquées et chaotiques que j'avais eues, j'étais aussi responsable positivement de ce que j'avais créé. Et je me suis dit, si je peux véhiculer et transmettre, moi j'adore transmettre, et donc si je peux transmettre cette expérience, ce serait très égoïste de garder tout pour moi, que ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est chouette, c'est que, comme je disais tout à l'heure, qu'on rayonne tous cette belle énergie, parce qu'en fait, après, elle se décuple comme ça fait un effet boule de neige. Et donc c'est grâce à mes collaboratrices, je pense, et puis aussi parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par des super coachs. Et je me suis dit, avocat c'est le plus beau métier du monde, mais coach aussi, pourquoi je ne ferais pas les deux en même temps ? Mes premières années comme avocate n'ont pas été toujours super évidentes. Et d'une certaine manière, je ne regrette rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, si j'avais eu tous ces outils que j'ai maintenant et que j'ai acquis ces 3 à 5 dernières années, j'aurais gagné beaucoup en temps, en argent et surtout en santé, ça c'est vrai. Mais en même temps, je me dis aussi, rien n'arrive sans raison. Et si la vie a décidé que je devais passer par tout ça, c'était sans doute parce que j'avais des jolies leçons à apprendre et puis aussi ensuite à partager. Et je pense qu'aujourd'hui, quelque part, ma légitimité en tant que coach, c'est d'être passé par tout ça. C'est d'avoir connu des moments où j'étais horrible, où j'avais pas de process, où j'avais pas de valeur, où ma santé partait à volo, où j'arrivais pas à trouver cet équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, où j'ai fait toutes ces erreurs, et j'en ai fait en management, en leadership, en recrutement. J'en ai fait plein des erreurs. Si je vous les annonce, on n'est pas sorti d'ici. Mais en réalité, voilà, la beauté des erreurs, c'est qu'en fait,
elles servent de leçon et qu'elles puissent servir aussi. Et donc je pense sincèrement que ma valeur ajoutée en tant que coach, c'est d'avoir été une avocate imparfaite. Je ne dis pas que je suis parfaite aujourd'hui, mais en tout cas je pense que l'expérience que j'ai acquise en faisant des erreurs peut servir à d'autres, et en tout cas je suis là pour la partager et aider chaque avocat à devenir la meilleure version de lui-même. Je suis particulièrement fière de mon équipe. Je les adore. Je les trouve extraordinaires. Elles sont dans une logique de remise en question, d'évolution, alors comme toutes les équipes, comme tous les stagiaires, parce qu'il y a quelques stagiaires dans l'équipe, elles ont beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est vrai qu'elles apprennent à une vitesse extraordinaire. Elles sont toujours curieuses, ouvertes d'esprit. Et pourquoi je dis ça? C'est pas anodin, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé, ça a été très très compliqué pour moi, une équipe. J'avais des croyances sur le fait des croyances qui ne m'appartenaient pas, mais qui m'ont été transmises sur le fait que quand on s'associait avec des personnes ou qu'on était chef d'équipe, il fallait être dur, que les gens sinon n'allaient pas nous respecter. Et donc finalement, j'appelle ça le management 80, c'est-à-dire ce qu'on faisait dans les années 80 et qui n'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Et en fait, je me comportais comme un manager que je n'étais pas, simplement parce que je transposais des croyances qui ne m'appartenaient pas. Et forcément, le résultat était calamiteux. J'ai arrêté de les compter, combien de collaboratrices, que ce soit des stagiaires ou des secrétaires, sont passées par le cabinet comme des fantômes. Il y en a même que j'ai oublié tellement qu'elles ont battu des records de brièveté dans leur fonction. J'en rigole aujourd'hui, mais c'était dur. C'était dur parce que pour moi, l'humain, c'est quelque chose de très important. Et donc, je vivais ça comme des échecs répétés de mon charisme ou de mon leadership ou de ma capacité à fédérer. Donc ça a été très compliqué aussi d'un point de vue émotionnel à gérer comme échec. Mais aujourd'hui, justement parce que je me suis remise en question, parce que j'ai compris que j'avais une énorme responsabilité déjà au moment du recrutement, ça commence par ça, c'est savoir s'entourer des meilleurs et les choisir. Une erreur que je faisais beaucoup dans le choix de mes équipes à l'époque, c'est que je cherchais plutôt les gens qui avaient déjà des compétences, alors qu'en fait, ce qu'il fallait chercher, c'était avant tout les qualités humaines. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est d'abord les qualités humaines. Et grâce à cette remise en question permanente, grâce à tout ce que j'ai pu lire sur le management, et puis simplement être à l'écoute, en fait. Je pense que l'erreur qu'on fait aussi tous, c'est l'erreur classique du maître de stage. Quand j'ai commencé, j'étais payé 500 €, je travaillais 70 heures semaine, il n'y a pas de raison. Et cette erreur, je l'ai faite. Et je l'ai faite aussi à répétition. Et en fait, aujourd'hui, il faut comprendre ce que les gens veulent, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui les motive. Et je crois que ma plus grande fierté aujourd'hui, quand je dis que c'est mon équipe, c'est de pouvoir justement, je parlais d'alignement, d'être aligné par rapport à mes valeurs, mais aussi par rapport aux leurs, être à l'écoute de ce qu'elles souhaitent et qu'ensemble, parce que dans mes valeurs, j'estime que je ne suis pas le chef qui décide et mon équipe qui subit mes décisions. J'estime qu'on doit prendre les décisions ensemble parce qu'il y a beaucoup plus de choses dans 6 têtes que dans une. Et donc, le fait qu'on ait mis tous ces process qui n'arrêtent pas d'être améliorés en interne, je les dois aussi à mon équipe. C'est pas moi qui ai fait tout toute seule, c'est le fait d'avoir eu recours à l'intelligence collective, à la sensibilité collective qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des procédures internes, d'avoir un service client qui, je pense, est quand même, on peut en être fier. Si on lit nos avis Google, je pense que nos clients sont assez satisfaits de nos services et de notre manière de travailler. Et ça, c'est vrai que c'est ma plus grande fierté parce que l'équipe, c'est ce qui fait tout le reste. Troisième clé, la planification. Alors là, ça c'est la clé de tout. La charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui nous parasite dans nos boulots, qui nous empêche d'être performants, qui affecte notre santé mentale, notre santé physique. Planifier, ça veut dire 1. Vous levez le matin et vous faites une checklist, une petite to-do list, tout ce que vous voulez, tout ce que vous devez faire dans la journée, vous le sortez de votre tête, vous le mettez sur une feuille de papier et vous mettez surtout les priorités. Ce qui est le plus important, qui doit être fait, le non négociable, et puis le reste suivra en fonction de votre niveau d'énergie. Toujours commencer par le plus important quand votre niveau d'énergie est au plus haut.
Deuxième chose, c'est vos objectifs à moyen et long terme. Parce que si vous passez votre temps, comme moi je l'ai fait pendant 15 ans, dans l'opérationnel, à réagir aux mails, aux demandes des clients, aux appels téléphoniques, vous n'avez jamais le temps de vous pencher sur votre vision, sur ce que vous voulez de votre cabinet dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et c'est comme ça que vous allez évoluer, en vous demandant où vous avez envie d'être, quelle équipe vous avez envie d'avoir, quel type de client vous voulez servir et aider. Combien vous voulez gagner? Combien d'heures vous voulez travailler? Toutes ces questions-là, vous devez, et puis au-delà de votre carrière, votre vie privée aussi, parce que les deux sont liés, votre carrière va servir votre vie privée aussi. Donc notez vos objectifs à moyen et long terme, faites cette évaluation régulière de vous dire tiens, il y a 3 mois j'ai noté tel objectif, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai tourné cette vidéo pour mes réseaux sociaux? Est-ce que j'ai écrit cet article pour mon blog pour montrer à quel point je maîtrise ma matière? Et si vous ne l'avez pas fait, petite fessée et vous le faites. Ça, c'est fondamental. Quatrième clé, ça devrait même être la deuxième après le why. Adoptez une routine. Tous les jours, vous commencez votre journée et vous intégrez dans votre journée des choses qui vont vraiment vous aider à trouver cet alignement qui est hyper important pour justement ne pas vous laisser désaxer par les urgences, les insultes, les mécontentements des collaborateurs ou des clients, ou la grisaille, ou les décisions politiques, ou le greffe qui a perdu votre dossier. Si vous mettez en place cette pratique quotidienne, je vous assure que vous garderez ce centrage qui est vraiment tellement jouissif. Alors moi, ma petite routine à moi, c'est manger sainement, je me lève, je médite pendant 10 minutes tous les jours, j'ai mon petit carnet avec mes objectifs, ma gratitude, je note 5 raisons pour lesquelles je suis reconnaissante, je note mes objectifs de la journée, je fais ma to-do list dans laquelle je mets mes priorités, clé 3, planification, je commence ma journée par un repas équilibré, sain, j'évite tous les aliments où je sais que ça va provoquer chez moi une fuite d'énergie, je vais courir. Si je pouvais, j'irais tous les jours. Si je ne peux pas tous les jours, j'y vais au moins 3 à 4 fois par semaine. Alors, c'est pas obligé, vous n'êtes pas tous obligés d'aller courir. Si vous aimez nager, vous nagez. Si vous aimez le yoga, vous faites du yoga. Mais vous bougez. Même si vous vous mettez une musique et que vous dansez dessus pendant 5 minutes, ça suffira à faire monter votre niveau d'énergie. Clé numéro 5, l'organisation. Alors ça, c'est le Graal dans nos métiers. Il faut être organisé. Si vous avez des dossiers partout et que vous arrivez dans votre bureau, il y a des dossiers qui traînent, vous avez laissé votre tasse de café de la veille, en fait, vous allez avoir le chaos dans votre tête. Donc déjà, ça commence par l'organisation de son espace de travail. C'est aussi l'organisation, c'est lié à la planification quelque part. C'est énumérer tout ce qui est important que vous devez faire, décider combien de temps vous allez passer sur chaque tâche et faire en sorte de vous y tenir, de tenir à vos objectifs, de faire en sorte que votre équipe soit organisée et surtout utiliser des outils. On oublie trop souvent, on a la chance de vivre à l'ère de la digitalisation et de l'automatisation. Il existe plein d'outils géniaux, certains moins chers, d'autres plus chers, ça dépend aussi de la taille de votre cabinet, mais ces outils-là, ils vont vous faire gagner un temps précieux, ils vont vous éviter de faire des erreurs et l'investissement que vous allez faire pour l'abonnement mensuel qui va peut-être vous coûter 50 €, vous allez le récupérer soit en temps, soit en argent et en tout cas certainement en efficacité. Alors je pense qu'un des plus beaux souvenirs drôles de ma carrière, c'est quand j'ai créé mon propre cabinet, que j'avais pas beaucoup de sous, donc j'ai dû dormir dans mon bureau, qui était une espèce de mezzanine. Donc tous les matins, je refaisais vite mon lit, et puis j'allais recevoir mes clients. Et en fait, à ce moment-là, j'avais 13 chats. J'étais partie avec 3 chats qui étaient toutes tombées enceintes et qui ont toutes décidé de mettre bas au moment où j'emménageais dans ce bureau-là. Et je m'étais même pas rendu compte qu'elles étaient enceintes. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 13 chats dans un appartement duplex de 80 mètres carrés à recevoir mes clients. Et c'était tellement fou que les chats, ils n'en pouvaient plus d'être là et ils se jetaient du haut de la mezzanine sur les clients. Donc un jour, je suis partie au tribunal parce que ça aussi c'était épique, c'est qu'ils étaient tous là, c'était des permanences, ils venaient sans rendez-vous, toute une après-midi. Parfois j'avais des audiences et je ne pouvais pas me faire remplacer parce que, faute de moyens financiers. Mon bureau était juste de l'autre côté du palais de justice, donc je terminais une consulte, j'enfilais ma toge, j'allais vite plaider mon dossier, je revenais 2 heures après et je retrouvais mes chats kamikazes
en train de se faire réanimer par mes clients. Voilà, ça c'est une anecdote inoubliable. Je tiens à préciser qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage. Non, j'en pense au oui, comme moi. Oui. Alors la deuxième anecdote que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus courte, mais qui est une anecdote quasi quotidienne, c'est qu'on a une mascotte au bureau. C'est Pénélope, mon cocker de 15 ans, qui est en pleine forme. Et elle me quitte pas d'une semelle. Et donc quand un client rentre dans mon bureau, généralement, elle fait sa sieste, elle est endormie, en silence, le client ne le voit pas nécessairement. Et c'est systématique, je pense qu'à un moment je vais installer une caméra et je vais faire un bêtisier. Au milieu de la consulte, on discute et puis Pénélope commence à ronfler. Parfois, elle fait un peu pire. Il y a des odeurs qui se dégagent. Et là, systématiquement, le client s'interrompt au milieu de sa phrase, regarde partout, se demande d'où ça vient, pense limite que son avocate ronfle et est somnambule, et puis il voit que c'est Pénélope, il éclate de rire, et je trouve ça à chaque fois très mignon, je ne m'en lasse pas. On pense que les avocats sont très sérieux, mais moi j'en connais beaucoup qui sont très drôles et qui ont un grand sens de l'humour. Et je pense qu'en fait l'humour, c'est une qualité fondamentale dans nos métiers. Il faut garder une forme de légèreté, de joie. On traite des dossiers qui ne sont pas toujours faciles. On a des rapports à autrui qui ne sont pas toujours faciles non plus. Et donc l'humour, c'est ce qui nous sauve. On reprend dans le chapitre Inspiration et motivation. Alors, qu'est-ce qui te motive chaque jour dans ton rôle de coach pour avocat? J'adore aider. J'adore aider les autres à se sentir mieux. Depuis que je suis petite, je fais ça. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai une amie qui va pas bien, qui est dans la détresse, et je vais commencer à faire sa psy, à la coacher, à lui dire vas-y. C'est un truc que j'ai toujours fait. Je le fais avec ma femme, je le fais avec mes collaboratrices. C'est plus fort que moi. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, fais-toi payer pour le faire. Tu fais ça si bien. S'il y a un message que je dois transmettre aux avocats qui veulent évoluer, c'est le changement commence par vous. Si vous voulez que le monde change, vous devez changer. Vous êtes le plus grand acteur du changement autour de vous. Alors, c'est pas si facile, et c'est pour ça que je suis là. Donc, mon vrai message d'avocat, c'est si vous voulez changer, venez travailler avec moi. J'ai plein d'outils juste géniaux, et en plus on va s'amuser, vous avez vu, j'aime bien m'amuser. Donc j'ai plein d'outils géniaux qui vont vous aider dans cette transformation, et vous n'allez même pas vous rendre compte qu'en fait, vous êtes déjà une autre personne et que vous allez rayonner ce changement autour de vous et l'incarner merveilleusement. Alors moi j'ai full projet de coaching. Je ne sais même plus par quoi commencer. Parfois je suis là dans mon canapé en me disant par quoi je commence. Il y a un livre qui est en relecture. Je vais y arriver. Je suis un peu perfectionniste, mais je vais vous le sortir ce livre. Ça c'est la base. C'est justement, on commence par cette transformation profonde. C'est le volume 1 parce que moi écrire c'est comme parler. Si on ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Donc là je me suis dit stop. 150 pages en A4. Garamond 10, ça va quand même faire une petite brique, donc tu vas d'abord sortir celui-là et tu vas commencer par... Donc ça c'est pour moi le B à bas, je ne donnerai pas d'autres formations tant que tout le monde n'a pas lu ce livre et n'a pas opéré cette transformation intérieure. Alors justement l'idée c'est que comme tout le monde n'aime pas nécessairement lire, il y aura aussi des formations sur des thématiques qui sont abordées dans ce livre, il y aura des webinaires gratuits et puis des formations qui elles seront payantes étant donné qu'elles seront organisées de manière hebdomadaire avec des questions-réponses, des séances de coaching individualisées, etc. Donc voilà, et puis vous allez beaucoup me voir sur les réseaux aussi. Et le plus gros projet est sans doute de mettre en place une formation online très complète, où on va passer en revue beaucoup de thématiques pour opérer cette transformation du premier niveau dont je parlais tout à l'heure. Donc on va travailler sur le why, sur les valeurs, sur les croyances limitantes, parce que j'en ai pas encore parlé, mais mon Dieu, les croyances limitantes, ça c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer et d'être heureux. On va parler du mindset, donc l'état d'esprit, comment construire un état d'esprit de croissance,
et renoncer à un état d'esprit fixe qu'on peut tous avoir sans s'en rendre compte à des moments de vie. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il faut quand même que vous ayez envie aussi de suivre cette formation, mais je vous invite vraiment à investir en vous, à vous offrir la possibilité de devenir la meilleure version de vous-même en me suivant sur les réseaux et en me communiquant votre adresse si vous souhaitez être tenu informé.